Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Buffet froid. Au menu du jour, les doppelgangers. Les doppelgangers, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça, Léo? Est-ce que tu en as une idée, toi, mon petit Fred? Alors, ça peut être une marque de bière? Je dis pas que c'est pas le cas, mais j'en suis pas certain non plus. Alors c'est peut-être, parce que j'en ai déjà entendu parler en Italie. Ah, Quand je suis allé en Italie, il y avait des super boutiques de fringues qui s'appellent Doppelganger. C'est un peu, surtout chez les hommes, c'est un peu du luxe abordable, tu vois. Super, et ça se démocratise. Il y avait déjà une boutique à Naples, si je me souviens bien. Et je crois qu'il y en a une à Paris maintenant. et est-ce qu'on sait pourquoi ça s'appelle comme ça? Oh, ben, je sais pas. J'ai pas demandé à la vendeuse, mais je pense que c'est peut-être une marque de jeans. Bon, ça vaudra le coup de vérifier en tout cas, et d'ailleurs on compte aussi sur vous pour aller jeter un œil sur cette marque doppelganger et nous faire remonter si vous trouvez des infos. En attendant, on a fait quelques recherches de notre côté, et au-delà de cette marque de vêtements italiens et maintenant parisiens, on a deux grosses définitions de ce que ça peut être des doppelgangers. Alors, la plus récente, du moins celle qui a l'air d'être un peu plus véhiculée que l'autre, et qu'on voit notamment dans des séries télé, je pense à Oh I Met Your Mother, je sais pas si tu regardais cette Ah, série. j'ai adoré. Voilà, c'était une sitcom, c'est vieux maintenant, ça a presque 20 ans. Je crois que la première diffusion c'était en 2005. Je sais pas, moi j'ai regardé la rediffusion il y a 2 ans, donc je peux pas te dire. En tout cas, c'est une série dans laquelle il y avait une narration qui était assez intéressante et où d'une saison à l'autre, il revenait sur des concepts et notamment celui du doppelganger. Et pourquoi j'en parle? Parce que je trouve que ça illustre assez bien la définition qui est la plus couramment utilisée aujourd'hui, qui est celle d'un individu qui partage en tout point votre physionomie, qui est d'une certaine façon votre double. Et on part du principe que chacun d'entre nous pourrait avoir son doppelganger sur Terre. Et donc dans cette série How I Met Your Mother, vous voyez, je travaille mon accent anglais encore. Trop fort, Léo. Et il y a plusieurs épisodes où ils sont à la recherche du doppelganger des uns et des autres. Et notamment, il y en a un qui me faisait bien rigoler. C'était celui du personnage de Marshall, qui est l'américain moyen, grand, costaud, qui vit dans le Minnesota, et qui donc a un double, qui lui est El Señor Justicio, je crois, ou quelque chose comme ça, avec une espèce de Je m'en moustache souviens. mexicaine et tout. Et je trouvais que c'était une image qui illustrait bien cette définition du doppelganger. Cela dit, en vérité, ça n'est pas le doppelganger qu'on va aborder ce soir. Ah bon? Et Non. quel est ce doppelganger? D'où le sors-tu, Léo? Eh ben, l'autre, le doppelganger, celui qui est inexpliqué et qui fait un peu peur, ce serait un double qui, lui, relèverait plutôt du phénomène paranormal. Mais avant de se lancer dans cette explication, en vrai, j'ai encore un autre exemple assez marrant à vous donner. Je pense que la plupart d'entre nous connaissent Donald Trump. Il est moins rigolo que Donald Duck, mais il a son lot de facéties, et on peut dire que c'est un sacré personnage. On parle bien de l'ex-président des États-Unis. On parle de ce mec là qui a fait un mugshot en prison parce qu'il a certaines choses à se reprocher. Et donc ce Donald Trump, il a un doppelganger. Et je vous invite à taper dans un moteur de recherche le nom Dolores Lace Antelo. Cette dame qui travaille dans des champs est le sosie parfait de l'ancien président américain, et d'ailleurs elle a même été surnommée Señora Trump. Waouh, ça c'est du titre. J'aime bien. Ah, j'aime bien aussi. Et figure-toi que j'ai quand même été voir T'as s'il y été avait voir vraiment des photos. Alors Parce que c'est bien beau de dire oui, il a un sosie, il travaille dans les champs, patati patata. Il y a des photos et la ressemblance est particulièrement troublante. Au point qu'on peut même se dire non, c'est l'autre qui allait faire une blague, il s'est foutu une perruque sur la tête et un costume de paysanne. C'est la même tête. ce n'est pas un fake. Non, c'est pas un fake, et elle a l'air aussi énervée que lui en plus. Et là, pendant que je suis en train de vous parler, il y a Fred qui est en train de vérifier si c'est vrai. Et je vous assure que c'est vrai. C'est vraiment son portrait craché. C'est énorme. C'est énorme, et il faut à tout prix que vous alliez voir ça, ça mérite le coup d'œil. C'est Mais- très drôle en plus. Ça a beau être drôle, ça n'est pas surnaturel a priori, ça n'est pas paranormal. Or, le concept de cette émission, c'est bien de s'intéresser à des mystères irrésolus, si possible avec des exemples concrets et sourcés.
Et donc, qu'est-ce que c'est au final ces doppelgangers paranormaux? Ça vient, figure-toi que ça vient de l'allemand, parce que tu parlais de bière allemande un peu plus tôt. Donc, ce serait Quelle coïncidence. Double Walker. C'est le double qui marche. Et donc ce doppelganger, c'est un homologue fantomatique d'une personne vivante. C'est comme si toi, tu avais derrière toi une espèce de silhouette, d'ombre, d'écho, qui faisait à la fois partie de toi et qui était différent de toi. Et que là, j'étais en train de te parler et je voyais cette espèce d'ectoplasme qui serait presque en tout point identique à toi, mais un peu plus blafard, un peu plus transparent. Mais s'il est derrière moi, je peux pas rencontrer mon double. J'aurais plein de choses à lui dire. Alors, s'il est derrière toi, effectivement, tu le verras pas. Et j'ai envie de te dire tant mieux, parce que on considère que rencontrer son doppelganger, c'est plutôt un mauvais présage. En gros, on dit que c'est des porteurs de messages funestes, de malchance, et que souvent, ils sont pas très bien intentionnés. Ils sont même à la limite du démon. À ce point-là, Oui, c'est un donc, peu un double maléfique quelque part. de ce que j'ai compris et de ce que j'ai trouvé, en général, c'est pas très bon signe quand tu le vois. Donc, encore une fois, il vaut mieux qu'il soit derrière toi, que tu le vois pas quand tu vas te raser devant ta glace. Je préférerais qu'il soit à des milliers de kilomètres, hein, ça m'arrangerait. Ça veut dire qu'en tout cas, vu ce que tu nous dis, tu l'as encore jamais rencontré. Non, deux comme moi, ils vont mieux pas quand même, Léo. Je confirme que ça ferait peut-être un petit peu beaucoup. Cela dit, on l'apprécie beaucoup ce Fred, hein, mais c'est bien qu'il soit unique. Exactement, je suis unique. Et le concept du doppelganger, c'est assez vieux. Si on en croit le guide du paranormal, ça date de plusieurs millénaires en arrière. Et donc ce que ça nous dit, ce guide du paranormal, c'est que le double, le doppelganger, quand on le voit, et qu'il est en train d'effectuer des actions, il peut être souvent en train de reproduire ce que faisait la personne originale, entre guillemets, mais un peu plus tard dans le temps. C'est pour ça qu'un peu plus tôt, j'utilisais le terme écho, parce qu'il répète. Il n'y a pas de dans la durée. synchronisation. A priori, non. Il y a un décalage. Un petit décalage. Et presque t'en viens à te demander, est-ce que il copie pas sur l'original, le mec? Ah, un copycat, quoi. Un Ouais. vulgaire copycat, ce doppelganger. J'en viens même à me dire, si ça se trouve, c'est doppelganger. On a l'impression que c'est le double de la personne, et ils en reprennent l'apparence, mais c'est peut-être des démons qui ne font que l'imiter, Que limité. pour le tromper. D'accord. Oui. Je vois où tu veux en venir, mais pourquoi le démon ne se montrerait pas sous son vrai jour, alors du coup? Justement, les démons, souvent, leur objectif, c'est de mystifier les gens. Ah, c'est de tromper. De les tromper, pour les amener à faire des choses qu'ils n'ont pas intérêt à faire, mais à leur faire croire que c'est dans leur intérêt. D'accord, mais si on part de ce principe, ça veut dire que le démon, il mystifierait l'entourage de la vraie personne, alors. Il peut mystifier l'entourage, il peut mystifier la personne elle-même. Ça fait peur un peu, Léonard. Il te ment parce qu'il veut t'amener dans une direction. Moi, je veux pas y aller, moi, dans cette direction, Mais Léo. non, c'est des stratagèmes, tu te rendras même pas compte que tu es en train d'y aller. Il pourrait rester sur l'arbre, ça serait mieux, le démon. Là, tu parles du diable. Le diable, il est honnête. Il arrive, il a un contrat, il te dit voilà ce que je te propose. Alors, il le dit en des termes un petit peu douteux et qui peuvent porter à confusion, mais il est pas comme ça, un peu fourbe. Enfin, pas aussi fourbe en tout cas que le Ceux-là sont plus doppelganger. fourbes. Mais déjà, pour commencer, ils n'ont pas d'ombre et ils n'ont pas de reflet. Donc, qu'est-ce que j'en comprends peu quand comme j'entends les cette vampires. histoire? Oui, sauf que ce serait l'inverse. Par exemple, quelqu'un qui verrait son doppelganger dans un miroir, il verrait le doppelganger à côté de son propre reflet. Il le verrait pas à côté de lui, de l'autre côté du miroir. D'accord. Ce serait comme un reflet inversé en quelque sorte. Ok. C'est pas simple ton histoire, hein. C'est pas simple. Et comme je disais, c'est un concept qui a l'air d'exister depuis des millénaires, qui est en tout cas assez ancien. Dans l'histoire, il y a plusieurs exemples assez concrets et même assez surprenants. Vous connaissez tous. Je sais pas pourquoi aujourd'hui on est président américain. Peut-être une envie d'aller faire un petit voyage là-bas, je sais pas. Ah, le voyage c'est toujours agréable, ça fait du bien de se dépayser. En tout cas, le président dont on va parler maintenant, je crois que globalement il aurait été un petit peu plus populaire que Donald Trump puisqu'il s'agit d'Abraham Lincoln. Le brave Abraham. Et alors, Abraham Lincoln, il y a quelques mois en arrière, j'avais appris une anecdote sur lui qui n'a rien à voir avec le thème du jour, mais que j'ai envie de partager quand même parce qu'elle me paraît assez amusante. Est-ce que tu savais que c'était un catcheur professionnel? Ah non, pas du tout. Un lutteur professionnel du moins. Il aurait mené 300 combats. Et je crois qu'on est à peu près à 299 victoires. Je suis même plus sûr qu'il y ait eu une seule défaite. Mais il était président à ce moment-là?
quand il faisait du catch. Si je me rappelle bien, c'était un peu avant qu'il soit président. Et il y a un mouvement de catch que j'ai plus en tête. Je sais pas si c'est pas le suplex. Et la légende dit que ce serait Abraham Lincoln qui aurait inventé ce mouvement. Et quand tu fais des recherches sur Abraham Lincoln lutteur, tu tombes sur des dessins qui auraient été faits à l'époque où il est dessiné comme une armoire à glace. Alors que c'est pas l'image qu'on a nécessairement de lui. Souvent dans les films, il est représenté comme quelqu'un plutôt de frêle, même grand mais plutôt fin. Oui. Apparemment, c'était un bœuf. Ah, c'était un bœuf. C'était un bœuf, il chopait les mecs, il te les balançait dans tous les sens. Donc plutôt une force de la nature, plutôt courageux, et d'ailleurs quand on voit ses combats politiques, on se dit que c'est quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux, qui se laissait pas impressionner facilement. Et ben Abraham Lincoln, il y a quand même un épisode de sa vie qui lui aurait fait peur. Un jour, il était en train de se regarder dans la glace, peut-être pour se raser, ou alors il voulait éclater un point noir, je sais pas. En tout cas, il a vu son reflet et un double de son reflet. C'était comme s'il y avait deux images distinctes de son visage. Et le second visage, c'était presque le même que le sien en tout point, mais il avait l'air plutôt malade et affaibli. Donc, il finit de se regarder dans la glace en mode qu'est-ce que c'est que cette horreur c'est quand même bizarre. Il va voir sa femme, il dit écoute chérie, il s'est passé un truc bizarre, je sais pas si toi ça te l'a déjà fait, mais pendant que je m'éclatais un point noir, j'ai vu un deuxième visage identique au mien. Et là, sa femme, elle prend ça très au sérieux. Elle lui dit, écoute, il faut t'en inquiéter de cette vision. Parce que pour moi, c'est très clair. Ça veut dire que tu vas peut-être finir ton premier mandat, et ça, c'est ton premier visage. Ah, donc il était à la Maison Blanche, là. Au moment de cet épisode du reflet du doppelganger, il était déjà président. Parce que la Maison Blanche est une maison hantée aussi, depuis très longtemps. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a vu son doppelganger, d'ailleurs. Il lui dit ça, et elle lui répond, ton premier mandat, tu vas le finir. Par contre, ce visage affaibli et malade que tu as vu, qui a l'air d'être plus vieux que toi, ça veut dire que tu ne finiras pas ton second mandat. Et elle avait raison. Oui, il a été assassiné, notre cher Abraham. Il a été assassiné en plein milieu de son deuxième mandat. Et cette histoire, elle est sérieuse au point qu'elle est parue dans le livre Washington in Lincoln's Time, qui est paru en 1895, qui a été écrit par Noah Brooks. Et ce Noah Brooks, c'était un journaliste très respecté à l'époque. Son objectif en écrivant ce livre, c'était de présenter avec fidélité le monde politique de l'époque. Donc c'était un livre sérieux, hein, c'était pas oui, vous savez pas ce qu'il faisait Lincoln dans l'intimité parce que c'était très très chelou, hein, on va bien rigoler. Non, il a écrit une biographie du président et dans cette biographie, il évoque cette vision d'un doppelganger, ce qui nous amène à penser que non seulement Lincoln était sérieux quand il a dit qu'il avait vu son double, mais qu'il y croyait suffisamment pour en parler à son biographe. Il n'avait pas peur du ridicule, en tout cas, il était très persuadé. Il aurait pu avoir peur du ridicule et ne rien dire, donc ça veut dire qu'il était convaincu de ce qu'il a vu, en tout cas. C'est ce que je me dis, et je trouve que ça donne pas mal de crédit à cette idée. C'est un président des États-Unis, donc on peut se dire qu'il va pas fabuler sur ce genre de choses, parce que il risque d'être pris pour un idiot et sa crédibilité un peu entachée. Je vais mettre un peu de nuance à ton propos, parce que, pour revenir à Donald Trump, lui, je pense pas qu'il se poserait la question de sa crédibilité entachée ou quoi que ce soit. Il pourrait dire n'importe quoi sans s'inquiéter du ridicule. Peut-être Donald, mais Abraham, non. Mais Abraham surtout Lincoln, à cette époque-là. Et puis Abraham Lincoln, c'était un érudit. C'était quelqu'un qui s'interrogeait sur le contexte sociétal, qui s'interrogeait sur la condition humaine, qui a fait des choix parce qu'il avait une véritable réflexion et un vrai projet de société. Donc quelqu'un comme ça qui te dit voilà ce qui m'est arrivé aujourd'hui et j'en suis troublé au point que je vous le confie, bah t'as tendance à le croire. À le croire, je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est une question qui paraît tellement crédible qu'à travers les ans, il y a beaucoup d'experts qui se sont intéressés à ce concept. Et d'après eux, il semblerait que les doppelgangers se seraient donné pour mission de donner des conseils à la personne dont ils étaient l'ombre. Parce que, alors, être l'ombre d'une personne, je sais pas si c'est une expression qui est beaucoup employée pour désigner les doppelgangers, mais ça m'a semblé assez bien résumer la chose finalement. Tu veux dire qu'ils susurraient des conseils à l'oreille de leur sosie en gros. Exactement, sauf que ces conseils, ils étaient malveillants. Et leur objectif, c'était de faire peur à la personne, de la plonger dans la confusion et surtout de l'enfermer dans une espèce de paranoïa. Bah, si
Si ce sont des démons, les doppelgangers, c'est très logique tout ça. Exactement, et c'est pour ça que dès que les experts se sont intéressés à la question, leur conseil ça a été mais fuyez vos doppelgangers surtout et ne les écoutez pas. Il faut toujours fuir devant le mal en général. Bah, On n'est pas assez armé. Une fois que tu es convaincu que c'est le mal, oui, on te conseille du moins de l'éviter. Après, il y a certains courageux, certains braves qui veulent tester leur volonté et leur courage. Moi, je ne testerai pas mon courage devant un démon, en tout cas. Non, nous sommes des curieux, mais nous sommes des froussards. Pas des froussards, mais on est prudents. Nous sommes prudents. Oui, on est prudents. On tient à nos auditeurs, à notre podcast, donc on veut rester avec vous, en fait. Les doppelgangers, je préfère m'y intéresser de loin dans les films ou dans les jeux vidéo, par exemple. Et justement, les doppelgangers, il y en a aussi dans l'art. Ah, tiens donc. Le thème du double, en général du doppelganger en particulier, est très présent dans l'art. Afin de vous donner quelques exemples, sachez qu'il y aura peut-être quelques spoilers, mais les œuvres citées sont déjà vieilles de quelques années. Donc si vous faites spoiler, c'est de votre faute, il fallait vous y intéresser avant. Et peut-être que d'entendre ça, ça va vous donner envie d'aller voir. Ça sera des petits spoilers peut-être. Oui, quand même, on n'a va pas été trop loin. Dire, non, on va pas tout vous dire, on n'est pas comme ça. Il y a des études qui ont été menées sur la question du spoiler. Il y a beaucoup de gens qui disent non, mais moi je veux pas qu'on me spoil, etc. Mais d'après ces études, le fait de se faire spoiler, ça ne gâche pas du tout le fait de découvrir et le plaisir de voir l'œuvre derrière, parce qu'on anticipe sur à quel moment ça va arriver, ce spoiler, et dans quelles conditions on arrive de la situation initiale à ce moment qui a été révélé en avance. Mais regarde Columbo, c'était ça, il te spoilait avant, et l'intérêt de regarder Columbo, c'était de savoir comment il faisait pour déterminer qui était le tueur, alors que tu le savais déjà. T'as raison, Columbo c'était un peu le papa du spoiler. Ah, si ma femme le savait. C'était plutôt comme ça, comme le dit toujours ma femme. Et revenons donc sur les doppelgangers. Et là, je vais vous parler de quelque chose qui est très très vieux, mais alors très très vieux, plus vieux que moi. Hein. Je vais sur mes bientôt 50 ans, cher public. C'est jeune de nos jours. Et c'est déjà vieux, mais ce que je vais vous dire, c'est encore plus vieux. Donc ça date de quelques siècles. Et du coup, devinez de qui je vais vous parler, du maître de l'angoisse, de la peur, Edgar Allan Poe. C'est la deuxième fois qu'on en parle d'ailleurs. Hein. On avait évoqué La chute de la maison Usher qui était adaptée par Mike Flanagan pour Netflix. Mais cette fois-ci, on va vraiment parler d'Edgar Poe lui-même. Voilà. En fait, le thème central dans ce récit est un homme adulte qui prend le pseudonyme William Wilson pour préserver son anonymat. Et qui donne le titre de la nouvelle d'ailleurs. Et qui donne le titre de la nouvelle, c'est un titre éponyme du coup, raconte son enfance d'écolier dans la campagne anglaise. Enfant brillant et manipulateur, il était le chef incontesté à l'école, encore un petit caïd. Hein, le parrain. Le parrain de l'école. Jusqu'à l'arrivée d'un nouvel écolier qui porte le même nom que lui. Ça doit foutre les boules. Ah oui, c'est comme quand tu partages tes anniversaires, ça fout les boules. C'est horrible ça. Ça c'est horrible. Je confirme. Moi je voulais qu'on me fête mon anniversaire pour qu'on lui fête à lui aussi. Voilà, c'est horrible. Mon anniversaire est plus important. On est tous le héros de notre histoire oui. Après tout. Et puis on veut le rester surtout. C'est vrai. Donc ce dernier commence rapidement à adopter les mêmes gestes et attitudes que le narrateur et se présente comme son ennemi juré et son plus grand rival. En même temps, oui, ça doit être agaçant. Ben surtout s'il te copie tout le temps, surtout, il copie tes gestes, il copie ta façon de parler, t'as l'impression d'être un peu schizophrène au bout d'un moment. C'est un peu comme quand tu te vois en vidéo, tu dis non mais je parle pas comme ça, ma voix elle ressemble pas vraiment à ça, mais sa tonation c'est pas ça. Moi quand je m'entends souvent je me dis non mais je parle pas aussi lentement quand même, mon débit il est pas si calme. Moi je me dis que j'ai une voix de crécelle, tu vois, par exemple, et du coup ça me plaît pas d'entendre ma voix. Alors, et là t'imagines quelqu'un qui te ressemble et qui parle exactement comme toi. Et avec les mêmes mimiques que toi. Et ça va réveiller tous ces petits moments qui t'agacent de toi-même. Imagine en plus qu'il ait le même look que toi. Non. Les mêmes habits que toi. Mon look est unique. Que tu crois? Parce que le doppelganger il pourrait tout adopter. Et donc tout au long de sa vie, le narrateur utilisera son esprit pour piéger et ruiner d'autres étudiants, mais ses plans seront régulièrement et systématiquement contrecarrés par son double mystérieux. Ben là t'as pas trop envie de le plaindre en même temps, puisque en gros c'est une ordure,
Il a son double qui vient est déjouer sympa. ses plans. Bah, Lui, c'est l'antithèse, du coup. ouais, j'ai plutôt envie de soutenir son double. Oui, pour le moi coup. aussi, j'ai envie d'être ami avec le Là, double. le démon, c'est le mec d'origine. Oui, là, il y a quelque chose qui a été un peu vrillé dès le début. Puis c'est le karma. On aime bien parler de karma, nous deux. Hein. J'ai remarqué, J'ai remarqué aussi qu'on le glisse souvent. Ouais, c'est ça. Mais en général, c'est le karma. Voilà, il a eu ce qu'il méritait. Alors que ce dernier met à jour une ultime duperie du narrateur, il finira tué par celui dont il se faisait l'ombre et lui déclarera qu'il s'est tué lui-même. Eh ben c'est ça, si c'était son double, t'as tué ton double, t'as tué une part de toi. Une part de toi, si c'est vraiment une part de toi. Parce que le premier, il avait l'air pas très sympa et le deuxième sympa. Donc peut-être que... C'était la bonne partie. La de lui, bonne peut-être. partie. Ou un jumeau qui aurait hérité que des bonnes choses et l'autre jumeau que des mauvaises choses. Ah, ben comme le film Jumeaux avec Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito. C'est ça. Où bon, ils sont jumeaux mais ils se ressemblent pas du tout. Et il me semble, alors je l'ai vu il y a 20 ans moi, mais je crois me rappeler qu'il y a un passage où on leur dit qu'en gros Schwarzenegger il a récupéré tous les bons côtés et Danny DeVito tous les mauvais côtés. Ça y ressemble en tout cas. Le film australien Lake Mungo, réalisé sous forme de mockumentaire, nous présente une famille en proie au deuil. Léo, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un mockumentaire, s'il te plaît? Eh ben, un mockumentaire, c'est quand on a un film qui est tourné comme s'il s'agissait d'un vrai documentaire, mais qui est une fiction. Comme Blair Witch Project? Eh ben, pas tout à fait. Le projet Blair Witch, ça n'est pas présenté comme étant un documentaire officiel, c'est présenté comme un film de voyage de 3 étudiants qui partent en vacances. Alors que dans le cadre de Lake Mungo, c'est vraiment une équipe télévisée qui est censée venir interviewer une famille, lui demander son ressenti, son expérience. C'est une équipe qui tournera un documentaire et nous, en tant Comme que spectateurs... Rec alors? Alors oui, Rec, on est davantage sur dans le quelque chose documentaire. Oui. D'accord. C'est vrai, puisque Le premier le premier Rec, c'est une journaliste qui va interviewer dans un un immeuble. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, autant le projet Blair Witch, j'avoue, je suis pas extrêmement fan, si ce n'est peut-être les 5 dernières minutes qui sont marrantes. Autant Rec, je trouve que c'est une expérience à avoir pour tout fan d'horreur. Alors moi, le projet Blair Witch, je l'ai vu en plusieurs fois. Parce que ce mouvement saccadé de la caméra me donne extrêmement mal à la tête, donc j'ai eu du mal. Mais Rec, j'ai beaucoup aimé, c'était très angoissant, ce huis clos dans l'immeuble, c'était absolument terrifiant. Et la fin est à couper le souffle. La fin est à couper le souffle, il n'y a pas d'autre mot, on vous le conseille. J'ai pas vu le remake américain et je sais pas si je le regarderai un jour, mais le film espagnol, d'ailleurs les Espagnols ils sont bons pour les films fantastiques et d'horreur. Hein. Mais Rec, ouais. Il faut le voir seul dans le noir, limite avec un casque sur les oreilles. Tout ça pour dire qu'on va revenir quand même à Lake Mungo parce que dans Rec, il n'y a pas de doppelganger. Donc l'équipe de journalistes vient interviewer la famille qui a perdu un enfant, Alice, qui est prénommée Alice. Donc les parents et le frère d'Alice évoquent sa mémoire et tentent de comprendre les circonstances qui ont pu conduire à sa mort. Les interviews se mêlent aux images d'archives pour dresser un portrait de la jeune fille et nous aider à comprendre qui elle était. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment comme un documentaire. Un documentaire qui se présenterait comme un portrait d'une personne où on la verrait dans la vie de tous les jours peut-être, ou en train de donner des interviews si c'était une célébrité, etc. Et à côté, on verrait la famille qui dit « Ah oui, avant qu'il ne devienne un homme politique célèbre, il adorait faire la des châteaux famille de est sable. interviewée un par un du coup, ou ensemble. » Alors, dans Lake Mungo, ils interviennent beaucoup en groupe. Il y a beaucoup les parents et le fils en même temps. D'ailleurs, c'est un très bon film, Lake Mungo, hein, je vous le recommande. De quelle année? Est-ce que tu sais quelle année Lake Mungo, Léo? Je dirais qu'on doit être facilement en 2007 à peu près. Il n'est pas si vieux que ça. Ça commence à faire. Ça commence à faire, mais c'est encore regardable, c'est bien. Après, Lake Mungo, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un pur film d'horreur. Si quelqu'un va le regarder en se disant je vais être terrifié, ça va être gore, ça va être violent, ça va être de l'épouvante, il peut se retrouver à s'ennuyer un peu parce que le rythme est assez lent et c'est plus une réflexion sur le deuil. Mais c'est bien un film d'épouvante en tout cas. Alors, une scène en particulier. Oui, j'ai envie de dire qui a dû te faire hérisser les poils à toi. Eh ben, autant je suis pas souvent impressionné par les films d'horreur et pourtant je regarde une tripotée. Les jeux vidéo aussi, ça peut me faire hérisser le poil. Les films beaucoup moins. Mais je crois que Lake Mungo, c'est peut-être le seul film qui m'a fait cet effet. Et cette scène-là, alors que je l'ai vue il y a très longtemps hein, et que je l'ai jamais re-regardée, eh ben cette scène en particulier, je me revois encore la regarder
et avoir des frissons et me dire oh là là, quelle horreur. Est-ce que c'est cette scène où Alice participe à une soirée en plein air avec des amis? C'est ça, exactement, et où on sait pas encore, enfin du moins elle est encore insouciante dans son adolescence, encore qu'insouciante ce soit peut-être pas le terme approprié, mais elle est en train de passer une bonne soirée avec des copains, et puis elle part se promener, et ils sont au bord de ce fameux lac, il fait nuit, il n'y a pas trop d'éclairage, et elle est en train de filmer avec son téléphone. Elle voit quelqu'un qui s'approche d'elle. Dans un premier temps, on voit juste une silhouette, on s'inquiète pas forcément. On rappelle qu'on est environ dans les années 2005-2007, donc les téléphones ne sont pas super technologiques. Hein. C'était pas l'iPhone 15, non. Donc la qualité d'image est plutôt pixelisée, on n'y voit pas grand-chose, mais on y voit quand même suffisamment pour reconnaître que la personne qui s'avance vers elle d'un pas très rapide et décidé, eh ben c'est son double. Mais c'est son double avec un visage blafard, bouffi, comme si elle avait passé des semaines dans l'eau, par exemple. Et du coup, elle est bouleversée par cette vision, Alice. Elle est bouleversée parce qu'elle comprend tout de suite que c'est son doppelganger, et elle comprend que ce qu'elle est en train de voir, c'est l'annonce de sa mort future, et que cette mort, elle va survenir au terme d'une noyade. Dans le fameux lac Mungo. Dans le fameux lac Mungo. Peu de temps après, parce que l'idée c'est que dès qu'on rencontre son doppelganger, on meurt assez rapidement, du moins en tout cas c'est un sombre funeste destin qui va lui arriver à cette petite Alice. C'est un destin qui se vérifie puisqu'elle meurt effectivement noyée, et d'ailleurs vers le début du film on voit son corps, je crois que c'est à la morgue, et c'est le même corps que celui du doppelganger avec le visage tout bouffi comme ça, etc. Et cette scène du doppelganger elle intervient vraiment vers la fin du film, et elle est vraiment marquante. Si vous tapez Lake Mungo sur internet, que vous regardez un peu les réactions de gens qui l'ont vu sur des forums, la plupart vont vous parler de cette scène. Alors il y en a toujours pour dire non, mais je comprends pas pourquoi on en fait tout un foin, moi je suis allé la regarder, ça cassait rien. Mais peut-être parce qu'ils n'étaient pas dans l'ambiance nécessaire pour comprendre à quel point c'est macabre. C'est macabre parce que ça paraît vrai, parce que c'est pas un monstre qui arrive, qui la bouffe ou un truc comme ça. C'est une mort toute bête, elle meurt noyée pendant une soirée. Ça peut arriver ce genre de choses. Et quand ce double arrive, dans un film qui finalement était plutôt réaliste jusque-là, eh ben, on est frappé par cette atmosphère et par cette apparence abîmée. Et donc le film, si je comprends bien Léo, il utilise en fait les thèmes du deuil, de la solitude, et en utilisant le concept du doppelganger. C'est exactement ça, puisque au moment où elle rencontre son doppelganger, elle a quitté ses amis pour partir un peu toute seule, pour se ressourcer, ou en tout cas prendre un temps pour elle. Et on voit cet isolement. Il y a d'autres moments du film aussi où on se rend compte que, contrairement à l'image que renvoyaient ses parents, c'était une adolescente qui avait certains problèmes, qui n'était pas si heureuse que ça. Mais ce passage avec le doppelganger, elle est seule face à elle-même, on peut le dire comme ça. Et cette rencontre avec elle-même, elle est dramatique, parce qu'elle annonce sa mort. Et elle annonce que elle restera seule encore plus dans la mort. D'ailleurs, parce qu'il y a le doppelganger, mais je ne sais pas si on peut en dire trop ou pas. Gardons-en pour tout à l'heure. Ouais, je vais pas tout révéler sur le film. Ne révèle pas tout parce que sinon on aura plus rien après. Et puis il faut que les gens aient envie de le voir, mais il faut savoir qu'il y a d'autres éléments qui vont explorer ce thème de la solitude en plus du doppelganger, et des éléments qui font froid dans le dos. Il y a d'autres réalisateurs tels que David Lynch qui ont abordé ce thème du doppelganger et au travers des thèmes de dualité, de multiples personnalités, de dimensions parallèles. Ça c'est présent dans beaucoup de ses films. Déjà il y a Lost Highway, où on a le personnage principal qui est musicien de jazz et qui est dans une relation qui est assez tristounette avec sa femme. On a l'impression qu'il n'y a plus vraiment de contact, que même quand ils font l'amour, c'est froid, c'est distant, il y a aucune chaleur. C'est triste. Et en plein milieu du récit, il disparaît, il laisse la place à un autre jeune homme, plus jeune que lui, qui rencontre le double de sa femme, justement. C'est un peu la même chose juste après dans Mulholland Drive, où on a deux personnages féminins principaux
qui vont vivre certaines aventures, certains mystères, et qui vont céder la place à des doubles parfaits d'elles-mêmes. Et j'aime bien appeler ça une trilogie. Dans la conclusion de la trilogie Inland Empire, où le double est omniprésent pendant 3 heures, c'est un film qui a fait cauchemarder beaucoup de gens. Certains parce qu'ils l'ont trouvé trop long et qui n'ont pas accroché. Il est très long. Il est long, mais il est bien. C'est une expérience. Il est bien. Moi, je le mettrai pas sur le haut de la pile de mes DVD, mais il est pas mal quand même. Il fait réfléchir. En plus, moi, en tout cas, il m'a plu. Je l'avais pas aimé la première fois, j'avais pas accroché. Ensuite, je l'ai revu, je l'ai beaucoup plus apprécié. Et il y a quelques mois en arrière, j'ai eu l'occasion de le voir au cinéma, et c'était une expérience absolument incroyable. J'étais complètement plongé dedans, et j'ai pris tout ça dans la figure, et je me suis dit, c'est son film le plus radical. Et ce qui n'est pas une mince affaire parce que son cinéma est quand même particulier et que le film Twin Peaks, et là je parle bien du film, pas de la série, il est quand même assez spectaculaire, assez jusqu'au boutiste, c'est même presque un film punk, et je le place plutôt... Je l'ai pas vu, je n'ai vu que la série moi. Et il faut à tout prix que tu regardes le film. Le film, il est d'une violence incroyable. Ne me dis pas que Dale Cooper meurt dans le film. Le film se passe avant la série. C'est un préquel et on voit très peu Dale Cooper dedans. Ouf, c'est mon personnage préféré dans Twin Peaks. Ça peut se comprendre. Et en tout cas... Est-ce que lui, il a vu son doppelganger alors dans le préquel? Il voit son doppelganger. Aïe. Il voit son doppelganger et c'est une scène qui est assez effrayante. Et ce qui est amusant d'ailleurs dans cette scène, c'est qu'il y a aussi David Bowie qui fait une apparition. C'est une apparition qui est courte, hein, mais son rôle est assez remarquable. Il y a un autre chanteur que j'aime beaucoup qui joue aussi dans cette préquelle, qui est Chris Isaak, qui joue un peu une sorte de double indirect aussi de Dale Cooper d'ailleurs, mais pas un pur doppelganger. Et quand Dale Cooper voit son doppelganger, il y a de l'effroi, il y a de la surprise, du mystère, d'autant plus pour le spectateur qui a déjà vu la fin de la saison 2, où on se rend bien compte que le doppelganger est pas très bien intentionné et que c'est limite un psychopathe. Mais pour les personnages du film qui assistent à la scène, y compris le personnage qui est joué par David Lynch lui-même, Gordon Cole, ils se disent « Qu'est-ce que c'est que ce double de Cooper ? Pourquoi il y a 2 Cooper ?» Un pour le bien, un pour le mal. Au final, c'est exactement ça. Comme tout à l'heure. Oui, il y a cette vraie dualité, puisque Dale Cooper, c'est un personnage qui, en tout cas au départ, apparaît très lumineux, plein d'espoir, optimiste, toujours en train d'essayer d'aider les gens, même si par la suite, en particulier dans la saison 3, ça a été tourné sous un versant un peu plus négatif, où Mark Frost et David Lynch, les 2 créateurs, ont voulu explorer le fait qu'il avait ce syndrome du chevalier blanc où il veut à tout prix sauver les demoiselles en détresse, y compris quand c'est pas une chose positive au final, mais ça part d'une intention qu'on peut qualifier de bonne. Mais alors le doppelganger, c'est une ordure ce mec. Il ne vit que pour le chaos et que pour faire le mal. Alors que Cooper, il œuvre pour le bien. Ouais, plutôt. Tu l'as vu la saison 3 ? J'ai pas vu la saison 3 parce qu'elle passait sur Canal, c'est ça ? Ouais. Et du coup, je n'ai point Canal. Il va falloir que tu vois la saison 3. Mais je sais pas si j'aimerais voir une saison 3 de Twin Peaks. J'avais bien aimé les deux premières. Je me dis que je pourrais être déçu. Tu pourrais être déçu parce que c'est beaucoup plus Lynch que les 2 premières saisons. Moi, je te conseille de mettre les pieds dans le bain avec d'abord le film. La préquelle de la série. La préquelle, qui est un entre-deux d'ailleurs en termes d'ambiance. Et qui est complètement centré sur Laura Palmer, puisque sur 2 heures de film, on la suit pendant environ 1h30. Ah oui. En même temps, c'était tel qu'on tue à la première saison. Donc ça raconte ses 7 derniers jours. Ça nous montre son point de vue. Et je te conseille vraiment de voir ce film, de te faire une idée. Et si jamais t'accroches au film, je verrai la saison 3. J'essaierai la saison 3 du coup. Tu peux essayer d'enchaîner avec. Donc ça, c'est plusieurs exemples de doppelganger dans l'art, en particulier au cinéma, dans les séries et dans la littérature avec William Linson. Est-ce qu'il y a, Léonard, des cas de vraiment où on est très documenté de doppelganger ? On en trouve un certain nombre et il y en a un qui est plus connu que les autres, sur lequel on trouve plus de sources différentes, qui est celui d'Émilie Sagui. Et cette Émilie Sagui, elle serait née en 1813 à Dijon.
Donc elle serait française a priori. Le pays de la moutarde. Et il semblerait. Et Émilie Sagui, elle était enseignante, mais pas en France. Elle enseignait le français dans un pensionnat de l'actuelle Lettonie. Ça, c'était dans les années 1840. On parle d'elle dans le livre Footfalls on the Boundary of Another World, qui a été écrit par Robert Dale Wales. Je suis vraiment jaloux de ton accent anglais. T'as vu, c'est incroyable. Hein, incroyable. on voit que je progresse de semaine en semaine. De semaine en semaine, d'épisode, je dirais même d'épisode en épisode, oui, et de partie en partie. J'en reviens pas moi-même, je suis presque bilingue maintenant. Et ce Robert Dale Owens, ça mérite qu'on parle un petit peu de sa carrière, parce qu'au départ, il n'est pas très connu pour son exploration du paranormal. Il est plutôt connu pour sa carrière politique. Ah bah, comme quoi ça mène à tout, la politique. Il faut croire. Faut croire. Et lui non plus, il n'est pas lettonien, il est écossais, il est né en 1801. C'est le début de l'Europe. Et c'est le début de l'Europe. Il a siégé à la Chambre des représentants de l'Indiana, donc aux États-Unis, de 1836 à 1839 dans un premier temps, et ensuite de 1851 à 1852. Il a été élu représentant au Congrès des États-Unis entre 1844 et 1847, et il a rédigé la loi qui a créé la Smithsonian Institution. Il a été membre de la Convention constitutionnelle de l'Indiana en 1850, et à cette époque, il a plaidé pour que les veuves et les femmes mariées puissent jouir de leur propriété et pour l'adoption d'un système commun d'écoles gratuites. Donc quelqu'un de plutôt progressiste. Et ouvert. Oui, parce qu'il a aussi instauré une loi qui facilitait le divorce. Ça a été un des premiers à parler dans son pays du contrôle des naissances. Et il a fait d'ailleurs la promotion du coitus interruptus. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, le coitus interruptus, c'est quand l'homme sort de la femme avant de finir. Mais quel rapport avec le doppelganger? Ben, Comment on passe du coitus interruptus au doppelganger? Mais déjà, avant de passer du coitus interruptus au doppelganger, on va passer par la case qu'il a été aussi ambassadeur des États-Unis au royaume de Sicile à Naples de 1853 à 1858. Cet homme est comme un couteau suisse, il sait tout faire. Ben, il y a eu une progression dans sa carrière politique. Une progression mentale aussi, je vois. Aussi, et c'est quand même assez intéressant parce que j'ai envie de dire, un peu comme Abraham Lincoln, on peut lui donner du crédit, on peut donner du crédit à sa parole. Ça semble être quelqu'un d'intéressé à la société, qui se pose des questions sur les mœurs de l'époque, qui réfléchit comme Lincoln aux inégalités qui peuvent exister dans la société. En tout cas, il a beaucoup œuvré pour les femmes. Oui, je trouve que c'est plutôt surprenant. Très bien. Et c'est digne d'éloge en tout cas. Mais est-ce que cet homme, il avait une appétence pour le spiritisme ou l'au-delà ou les choses un peu bizarres qu'il ne comprenait pas à l'époque? Ben, c'est exactement ça. Quand il n'était pas occupé à faire le piquet pour que les femmes puissent divorcer ou le contrôle des naissances, il écrivait des bouquins sur le spiritisme. Et d'ailleurs, il a écrit 2 livres à ce sujet. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui avait des passions multiples, qui réfléchissait beaucoup, qui était avant-gardiste. Et ça me donne envie de croire dans l'authenticité de son travail. Surtout que le témoignage sur lequel il s'appuie pour ce bouquin, eh ben, ce serait un témoignage de première main. De qui? Ce serait le témoignage de la baronne Julie de Guldenstub, qui, elle, aurait été élevée dans la classe de Madame Sagui. Il faut travailler l'accent allemand quand même. Je peux pas travailler tous les accents en même temps. Hein. Et figure-toi que donc ce Robert Dale Owens, ça n'est pas le seul intellectuel qui s'est intéressé au cas Émilie Sagui. Plus près de chez nous, l'astronome français Camille Flammarion, alors on le connaît pas forcément tous en détail, mais on connaît au moins les éditions Flammarion qui tiennent leur nom de cet astronome. Et ben lui aussi, en plus d'être astronome, il s'est intéressé au cas Émilie Sagui. Il est assez connu quand même parce qu'il a beaucoup vulgarisé la science, il a voulu la donner au peuple et la partager, ce qui est vraiment plutôt un chouette hobby. Une chouette façon de faire. Je pense qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui gagneraient à se mettre à la portée de monsieur tout le monde comme toi et moi et qui devraient suivre son exemple. Et dans le cadre de cette vulgarisation de la science, il s'est aussi intéressé à ce qui plaisait au petit peuple, entre guillemets, et donc aux phénomènes paranormaux. Et notamment, il appartenait à la Société parisienne des études spirites, et il ira même jusqu'à déclarer
Le spiritisme est une science, pas une religion. Après, chacun est libre de déclarer, de croire ce qu'il veut et de penser ce qu'il veut. Oui, mais ça montre qu'il prenait ça au sérieux. En tout cas, on peut dire qu'il prenait peut-être ça au sérieux, mais dans cette époque-là, ça devait être un grand bouleversement quand même de dire ça. Ben, ça nous rappelle un peu Harry Price qu'on évoquait un petit peu plus tôt dans un épisode précédent, qui lui aussi s'intéressait beaucoup aux cas de spiritisme et qui avait fait carrière de montrer les cas de charlatanisme dans le milieu des médiums. C'est quelque chose que Flammarion a fait lui aussi. Il enquêtait beaucoup sur les médiums, il a participé à pas mal de séances avec certains d'entre eux, et pas seulement en France, dans pas mal de pays différents. Et il est connu pour avoir dévoilé la supercherie d'une médium très célèbre italienne. Comme les joueurs de foot, que de la comédie. Je ne m'avancerai pas sur ce sujet. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Non, c'était une plaisanterie. Non, je pense que tu étais sérieux. Et donc Camille Flammarion, en 1907, il va publier l'ouvrage « Les forces naturelles inconnues ». Et il va continuer d'essayer de déterminer s'il existe vraiment des phénomènes paranormaux et parapsychiques. Mais surtout, il va essayer de les observer. Comme Harry Price, d'ailleurs, il a enquêté sur des maisons qui étaient dites hantées. Un peu comme nous. Un peu comme nous, bon, on est un peu moins des enquêteurs de terrain que pour l'instant. Qui sait, on pourrait peut-être aller faire un podcast dans une maison hantée un jour. Après la saison 1, on tâchera de s'en trouver une, ouais. Ça pourrait être marrant de passer la nuit dans une maison hantée. Ouais, ça peut être un défi marrant. Et tu sais quoi ? Admettons qu'on le fasse réellement. Ce sera un podcast vidéo. Et en live, peut-être. Et d'ailleurs, il y a un film qui est sorti l'an dernier qui s'appelle Deadstream. Et c'est un gars qui fait des podcasts, enfin des vlogs, etc. Pas nécessairement sur le surnaturel. Et on lui lance le défi d'aller passer la nuit dans une maison hantée. C'est de la comédie d'horreur un peu en mode Evil Dead. C'est à voir, le concept est sympa, ça fait penser à ça, et peut-être que nous aussi on fera notre Deadstream un jour. Pour en revenir à Camille Flammarion, dans le cas de l'affaire Émilie Sagui, eh ben lui aussi il va aller voir la baronne de Guldenstube. Et il va même voir son frère, le baron Johann Ludwig von Guldenstube, et eux, eh ben, ils étaient fans de spiritisme aussi, et contre toute attente, c'était le spiritisme parisien qui les intéressait. Et pas en Allemagne. Eh ben non, bizarrement. Sachant que eux appartenaient à la noblesse balte suédoise et qu'on trouve les origines de cette famille au Danemark. Alors Julie, elle a rejoint son frère à Paris après ses études et ils vont commencer à vivre ensemble à partir de 1852. Elle va devenir médium de son côté autour des années 1863 à peu près. Et c'est une vraie médium avec de vraies capacités. A priori, oui. Elle meurt le 11 juin 1888 dans son appartement parisien du 29 rue de Trévise à l'âge de 61 ans. Et donc Camille Flammarion, à l'occasion d'un voyage à Dijon, il cherche à obtenir plus de renseignements sur l'existence d'Émilie Sagui, Il se dit, bon, est-ce qu'elle a vraiment existé et c'était qui ? Et si elle avait 32 ans en 1845, ça veut dire qu'elle doit être née en 1813. Mais il ne trouve aucune famille Sagui dans les registres de l'état civil. Elle aurait peut-être changé de nom. Oui, parce qu'il retrouve quand même la naissance d'une Octavie Saguette, de père inconnu, qui est née le 3 janvier 1813, donc ça pourrait coller. Il suppose qu'il s'agit de la même Émilie Sagui, mais dont le nom aurait pu être altéré par la mémoire de l'allemande, la baronne Julie de Guldenstube, et la transcription en anglais de Robert J. Lawrence aurait pu aussi modifier le nom. En tout cas, c'est les explications auxquelles il réfléchit pour donner du crédit au fait qu'il s'agirait de la même personne. Il se dit que peut-être aussi c'est une modification volontaire de son nom pour masquer son illégitimité ou pour brouiller les pistes dans ses 18 postes de professeur. 18 postes ? Ça paraît énorme, hein ? Mais elle était pas bonne professeure pour changer autant de postes ? Eh ben, on peut se poser la question et j'aimerais bien que tu nous donnes ton point de vue sur cette situation, justement. Moi, je connaissais déjà ce cas-là dans quelques lectures. Ah. Et du coup, j'ai pas trop d'avis, en fait. Pour une fois, j'ai pas d'avis. Ça ne me ressemble pas. Je suis perplexe sur le doppelganger parce que
les enfants, il y a eu d'autres témoignages qui ont été faits par les enfants qui étaient à l'école avec cette professeure, et c'est vrai que certains l'ont vue dans la cour d'école alors qu'elle était en train de donner des cours dans une classe à l'étage. Certains l'ont vue, certains la voyaient au potager, la vraie Émilie, et puis les autres les voyaient dans la classe. Et du coup, à chaque fois, c'était les enfants qui se plaignaient aux parents d'avoir vu ces phénomènes, et les parents faisaient pression sur la direction de l'école pour qu'il la limoge. Cher. Donc, je suis assez perplexe. Est-ce que c'est pas l'imagination des enfants? Est-ce que c'était elle qui n'avait pas des bons rapports avec les enfants et les enfants se vengeaient? Franchement, je ne sais pas. Je suis très partagé sur ce cas-là. Alors moi, ce que j'ai lu quand même, c'est qu'elle était plutôt désignée comme étant intelligente et populaire auprès des élèves. Ce qui n'était pas gagné, parce que dans l'internat où a eu lieu le cas, ou du moins là où on a le plus de témoignages, c'était un établissement privé, donc c'était plutôt des enfants bourgeois qui y allaient, bourgeoises d'ailleurs, puisque c'était un établissement pour filles. Et elles étaient un peu snobs, voire un peu malveillantes et désagréables. Et ben là, Émilie Sagui, elle aurait réussi à se faire apprécier, d'après ce que j'ai vu. Oui, mais les enfants sont-ils très honnêtes? Ben, s'ils l'avaient pas apprécié, ils auraient voulu lui jouer des mauvais tours, comme tu le disais. Mais peut-être qu'ils faisaient semblant de l'apprécier pour mieux lui jouer des mauvais tours derrière. C'est aussi une stratégie. Et ben pour pouvoir poser un avis là-dessus, il faut qu'on en sache plus sur ce qui a été décrit. Il faut que tu nous donnes les détails de ces événements. J'ai pas forcément de détails, mais c'est plutôt des faits. C'est ce que je disais il y a quelques minutes, Léo. C'est des faits. En fait, ils voyaient, elle était en train d'écrire au tableau et ils voyaient le double, par exemple. Ils ont vu son double se matérialiser à côté d'elle aussi. Donc, et c'était tout le temps comme ça. Et les enfants étaient. Mais il faisait quoi, ce double qui arrivait dans son dos? Alors, il était pas totalement dans son dos. Hein. Quand elle était en classe, il était souvent plutôt à côté d'elle. Hein. Et il refaisait des fois, il refaisait soit ce qu'elle faisait sur le moment, ou soit il restait statique et immobile. Donc, je me dis qu'il y a tellement de... Il y a tellement de détails. Alors moi, ce qui me choque un peu, c'est surtout les détails en fait qu'il y a dans tous ces témoignages. C'est des détails des enfants qui sont vraiment très précis. Et je me dis que c'est quand même l'amas de détails ou le trop de détails qui me fait douter. Je sais pas comment l'exprimer autrement. Je pense que quand on est enfant, on peut être très impressionné ou on peut être très inventif. Et peut-être que cette Émilie n'était pas très aimée au final et que les enfants étaient pas très sympas. Et ils ont pu inventer ce genre de choses. Ça, c'est mon point de vue. Après, ça n'engage que moi. Après, il n'y a pas d'éléments plus que ça pour dire si c'était vrai, si c'était faux. On peut laisser aussi quand même la part du doute. Après, c'est pas qu'un enfant qui a témoigné. Donc il y a plusieurs enfants qui ont témoigné, plusieurs situations. Et plusieurs classes différentes. Donc à partir de tous ces éléments, on ne peut que quand même être dubitatif et laisser la part du doute raisonnable, je dirais. Mais avant d'avancer sur le doute ou pas, je pense qu'il faut confier l'événement le plus marquant dans cette situation. Dis-nous lequel. Eh ben, c'est celui où elle était en classe avec 42 élèves et auquel elle avait donné pour tâche de faire des travaux de couture. Et d'un coup, elle leur dit je vous laisse quelques instants, je vais aller jardiner, et pendant ce temps, vous continuez. Elle va dans le jardin, et les filles peuvent la voir à travers la fenêtre. Et elles sont bien en train de voir qu'elle jardine. Mais tout à coup, elle voit Émilie qui rentre et qui s'assoit à nouveau à sa place comme si de rien n'était, et qui commence à regarder des cahiers, etc. Elle se dit tiens, elle est rentrée sans qu'on ait vu. Elle tourne la tête vers la fenêtre, et elle voit que Émilie est toujours dans le jardin, en train de faire du jardinage. Donc tu as une partie de la classe qui n'en revient pas, qui est terrifiée, qui est paralysée, et il y en a certaines quand même qui se lèvent et qui se disent mais c'est pas possible, et qui vont essayer de toucher le corps et qui voient que leurs mains passent au travers. Et là, on a 42 personnes qui étaient présentes. C'est ça. 42 personnes quand même, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup.
Et c'est un exemple qui est simple, mais qui paraît concret, et qui est rapporté par la fameuse baronne, dont je ne répéterai pas le nom, parce que tu vas encore te moquer de mon accent, ce qui me fera beaucoup de peine. Promis Léo, je ne me moquerai pas. Là où on peut s'interroger, c'est comme tu dis, les plaintes qui commencent à s'empiler sur le bureau du directeur. Donc on se dit, est-ce que c'était un moyen de la faire partir en la dénonçant pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait, ou est-ce qu'il y avait une inquiétude réelle? Le fait est que c'était déjà son 19e poste et qu'elle l'a quitté dans des conditions similaires aux 18 précédents postes, parce que à chaque fois, on se serait plaint qu'il y avait cette espèce de double qui rôdait. Et c'est cette répétition des événements et le fait qu'elle ait enchaîné les postes comme ça et qu'elle ait été virée très rapidement pour les mêmes causes à chaque fois, qui fait qu'on peut quand même s'interroger sur la véracité de cette histoire. Est-ce qu'il y a d'autres événements de double qui sont apparus pour Émilie dans sa vie professionnelle ou personnelle? Est-ce qu'on a d'autres témoignages? Je sais pas. Eh ben, apparemment, elle aurait disparu après avoir quitté cette école. Après, on n'a plus aucune trace d'elle nulle part. Personne ne sait ce qu'elle est devenue. Peut-être qu'elle a fini par rencontrer son doppelganger plutôt que ce soit les élèves qui le voient et que ce doppelganger lui a apporté le sort funeste promis. Et à son âme. Après, il y a un élément qui est aussi intéressant. C'est que les élèves qui parlent de ces apparitions disent qu'à chaque fois que le doppelganger apparaissait, Émilie elle-même semblait épuisée et presque léthargique. Un peu comme Abraham, comme le double d'Abraham. Il y avait cette notion-là pour Abraham. Et quand le doppelganger disparaissait, l'enseignante retrouvait sa force et son énergie. Donc le doppelganger est puisé dans l'énergie vitale aussi de l'original, de la personne originale. Ben, c'est ce qu'on pourrait penser. Et il y a un autre élément, c'est que Émilie elle-même, quand elle a pu évoquer la chose, elle a pu dire « mais moi je sais pas de quoi on parle, j'ai jamais vu personne qui me ressemblait à côté de moi, j'ai jamais eu le sentiment qu'il y avait un double. Par contre, ce que je peux dire, c'est que quand je suis parti jardiner avec les élèves dans la classe, qui étaient restés dans la classe, il y a eu un moment où je me suis dit, tu devrais peut-être rentrer et voir ce qu'elles sont en train de faire. Mais je l'ai pas fait. Et c'est à ce moment-là, apparemment, qu'il y aurait eu ce double. Donc le doppelganger, il ferait un choix, le choix qu'Émilie ne ferait pas. Et ça irait plus loin que la simple imitation, pour le coup, puisque tu disais toi-même que dans les premiers exemples, le double apparaissait par exemple pendant qu'elle écrivait au tableau, et il faisait pareil qu'elle, il faisait semblant d'écrire, etc. Et là, il ne l'imite pas, il fait quelque chose qu'elle avait l'intention de faire, qu'elle n'a pas fait. Et qu'elle n'a pas fait. Donc il fait un choix, il fait le choix qu'elle n'a pas fait elle. Mais apparemment. Voilà. Par contre, moi dans ce que j'avais lu de ce cas-là d'Émilie, c'est que elle disait, ça c'était la dernière fois qu'on l'a vue, elle disait oh non pas encore, ça s'est encore passé. Donc ça voudrait dire que dans les 17 ou 18 postes d'enseignante qu'elle avait eu, c'était la même chose et que le dernier peut-être a eu raison d'elle quelque part. Ça a peut-être eu raison de sa raison. En espérant, parce qu'après on perd sa trace, c'est ce que tu dis. Exactement. Après on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Donc soit elle a pu partir et s'exiler, rechanger de nom, ou elle a pu mourir parce qu'elle a croisé. Parce que là, elle ne croise jamais son double. Elle ne le croise pas. Elle le croise pas. Donc pour l'instant, pas de destin funeste. Pas à notre connaissance. Pas à notre connaissance. Après, elle a peut-être aussi changé de carrière en se disant bon ben ça fait 19 postes où je m'en sors pas à cause de ce doppelganger, je vais faire un truc où il y aura moins de monde. L'histoire ne le dit pas. Mais il y a des exemples d'apparition de doppelganger dans l'histoire, il me semble. Oui, parce qu'on peut douter de cette histoire Émilie Sagui, on peut se dire j'y crois pas, c'est un peu gros, c'est peut-être juste des élèves qui voulaient la faire renvoyer. Mais comme tu dis, c'est pas le seul exemple, c'est un de ceux qui est le plus documenté, mais ça n'est pas le seul. Et d'ailleurs, je te propose de nous en confier d'autres, si tu veux bien. Alors, on en a vu un premier avec Abraham Lincoln, il y a quelques instants. Et l'histoire, en fait, est ponctuée de faits en lien avec des doppelgangers. Alors, excusez-moi, je vais pas être très bon en allemand non plus. Johann Wolfgang von Goethe. Là, je trouve que j'ai un bon accent. Hein. Ah, c'est gentil. Meilleur que le mien, en tout cas. C'est parce que j'ai fait 3 ans d'allemand, c'est peut-être pour ça, c'est des relents. Ben, c'est bien, t'as gardé des restes. Il faut garder des restes.
Né le 28 août 1749, romancier, dramaturge, poète, scientifique, théoricien de l'art et homme d'État de la ville libre de Francfort. Bah lui aussi, tu parlais de couteau suisse un peu plus tôt, il avait plusieurs arcs à son... Quand j'allais dire plusieurs cordes à son arc, ce sera plus français. Et c'est peut-être aussi des gens qui sont très ouverts d'esprit. Qui s'intéressent à beaucoup de domaines. Donc ils sont peut-être plutôt sensibles à des énergies ou peut-être au doppelganger. Donc il déclare, donc ce cher Goethe déclare avoir vu son propre double alors qu'il était à cheval. Il évoqua cette rencontre dans son autobiographie. Il décrivit son double comme une version plus âgée que lui. Là, c'est plus sympa parce qu'Abraham il était un peu fatigué, donc le double était fatigué. Donc là, c'est plus âgé, donc il mourra peut-être plus vieux. Dans une tenue qu'il ne connaissait pas, y voyant une sorte de prémonition. Il raconte par la suite qu'il finit effectivement par porter cette tenue sans même s'en rendre compte. Il n'avait pas prévu, il n'est pas allé acheter la tenue en disant mon double avait cette tenue, je vais porter la même. Non, je pense qu'il a vu très subrepticement son double et il s'en est plus rappelé, donc du coup il a pris la tenue. Où il a fait faire son portrait dans cette tenue, il s'est dit mais bon sang, c'est exactement la même que celle que porte mon double. C'est bien sûr. J'avais oublié que j'avais rencontré mon double à cheval. Tabernacle. Non. C'est quand même étonnant d'oublier ce genre d'événement, mais pourquoi pas? Alors c'est peut-être pas si étonnant que ça, parce que peut-être c'est une vision furtive qu'il voit quelques instants, et comme tu es un peu dans l'émotion, le choc de te voir plus vieux, plus âgé, tu fais pas attention forcément. Ou alors il a effacé ça de sa mémoire à cause du choc, et ça lui est revenu quand il s'est trouvé dans cette tenue. Et peut-être aussi comme c'est quelqu'un qui avait toujours plein de choses en tête, qui avait l'esprit en effusion, en ébullition en permanence, il y a plus pensé jusqu'au jour où il s'est vu dans cette tenue. Exactement, et on peut aussi parler peut-être de l'écrivaine Percy Bysshe Shelley, qui est l'époux de l'écrivaine Mary Shelley, était convaincu, il est convaincu d'avoir vu son double peu de temps avant sa mort en 1822. Ouais, en général, c'est ça, c'est ce qu'on disait, c'est pas bon signe de voir son doppelganger, hein, et on peut se dire que les jours sont comptés. Toi, dans Ring, les mecs qui mettent la cassette vidéo, ils ont 7 jours à lire. Et c'est pareil, là tu mets pas une cassette, mais tu vois ton doppelganger, il te reste pas beaucoup sur le calendrier. Pas beaucoup sur le calendrier, non, il faut faire vite plein de choses. Profiter pour faire tout ce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire jusque-là. Et du coup, sa femme, à Monsieur Percy Shelley, elle écrivit qu'une des amies du couple, Jane Williams, avait également vu le doppelganger du mari. Ah ouais. Alors qu'elle se tenait à sa fenêtre, elle aperçut Percy qui passait devant elle sans veste. Quelques secondes plus tard, il passa à nouveau par le même chemin, dans la même direction, vêtu de la même manière. Il a peut-être juste fait le tour de la maison. Il aura enlevé la veste. Mais il l'avait pas déjà la première fois. Alors il a remis la veste. Non, tu nous as dit il avait pas de veste et quand il est repassé, il avait la veste. Non. Ah oui, c'est vrai, tout à fait, t'as raison. Il va falloir un peu plus de rigueur, Fred, hein, sinon comment tu veux qu'on croie à tes histoires? Donc, quelques secondes plus tard, il passe à nouveau par le même chemin, donc dans la même direction, vêtu de la même manière, donc effectivement sans veste. C'est qu'il est sans veste. C'est impossible ce qui s'est passé parce qu'il n'était pas possible pour lui de contourner la maison aussi rapidement. C'était pas possible, c'est pas un sprinter, c'est pas Carl Lewis, rien du tout, donc ni Usain Bolt, il aurait pas pu faire le tour de la maison. Et c'est marrant parce que quand tu as raconté le début, qu'il est passé devant la fenêtre, je sais pas pourquoi, alors c'est peut-être parce que tu avais parlé de Goethe juste avant, moi je l'imaginais à cheval sans sa veste, c'est faire le beau comme ça, mais apparemment il était à pied. Non, il était à pied, non, pas de cheval, il était vraiment à pied. Il apparaît... Non mais en plus ce serait ridicule, parce que tu imagines le mec il passe à cheval, il descend, il refait le tour. Sans parler de cheval, même encore plus drôle à pied, tu sais, il passe devant la fenêtre. Et là il se met à sprinter. Ah ouais, à sprinter pour comme un faire fou. Une blague à l'autre. Oh, je repasse devant la fenêtre et il aurait eu la goutte de transpiration sur le front et tout. En plus, je crois pas qu'il était réputé pour être un super sportif ou comique. Ouais. Non, il l'était pas. Et Percy, en plus, il était dans un endroit très éloigné à ce moment-là. Donc du coup, sa femme, elle semble accorder au témoignage de son ami pas mal de crédit. Donc la parole de son ami est sacrée et elle croit à ce récit. Un autre petit témoignage. Alors, attends, mais il y a un truc qui m'interpelle dans ce que tu es en train de dire. Parce que tu nous dis qu'elle l'a vu passer 2 fois devant la fenêtre.
Et tu ajoutes que, d'après sa femme, il était dans un endroit fort éloigné à ce moment-là. C'est ça. Ça veut dire qu'elle n'aurait pas vu Percy et juste derrière son doppelganger. Elle aurait vu deux fois le doppelganger. Alors, je l'avais pas compris comme ça au début. Ah oui, donc par contre, le doppelganger, c'est peut-être un farceur. C'est un farceur, c'est le côté comique du mari de Marie. Est-ce que le doppelganger, il est passé devant et après il a piqué un sprint? C'est un effet comique. Ou peut-être les doppelgangers, ils peuvent traverser les murs ou se téléporter. Ou se dématérialiser et se rematérialiser, comme dans la mouche d'un globe à l'autre. Ouais, peut-être. Et il y a une autre histoire qui est marrante aussi, enfin marrante, je sais pas si on peut dire que c'est marrant, mais c'était celle de l'amiral Georges Tryon. Eh ben, le 22 juin 1893, à Londres, Clémentine, sa femme, recevait des amis. Et lui, pendant ce temps-là, il est arrivé d'un coup avec son uniforme, il a regardé personne, il a traversé la pièce sans rien dire, comme un malpoli, du dédain. Même pas salué les invités. Qu'est-ce que c'est que ce mec-là, quoi? Il ouvre la porte, enfin une porte du moins, et il disparaît. Et donc les gens ils disent oh le sagouin, on a invité chez lui, même pas un bonjour, ni quoi que ce soit. Mais ce qui est assez troublant dans cette histoire, c'est que le 22 juin 1893, le petit Georges Tryon, il était le long des côtes de Syrie et il commandait 2 navires. Et manque de bol pour lui, ce jour-là, il commande une manœuvre qui provoque la collision des 2 bateaux. Et celui sur lequel il était coule à pic, entraînant vers le fond à la fois Tryon lui-même et 357 hommes qui périrent noyés. Pas de bol, hein. Et ses dernières paroles furent « Tout est de ma faute ». Donc, occupé qu'il était à se noyer, il pouvait pas être en train de traverser le salon comme ça. C'était un petit peu éloigné, donc c'était impossible. Et sa femme Clémentine jure qu'elle l'a vu à ce moment-là, et d'après elle, les invités l'auraient vu aussi. Est-ce que les invités ont témoigné, Léo? Il semblerait que ce soit le cas. C'est assez troublant. Mais là, en plus, il meurt noyé, mais il n'a pas vu son doppelganger. Lui, il l'a pas vu, mais le doppelganger venait annoncer le sort funeste à son épouse, en l'occurrence. En tout cas, c'était un mauvais message. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Il se peut que les doppelgangers apportent des messages funestes non seulement à la personne directement concernée, mais aussi à leur entourage. C'est ce que laisse penser cette histoire. En tout cas, ça fait 2 fois. Il y a 2 cas où ils n'ont pas rencontré leur doppelganger et qui sont morts aussi. Ben ouais. Je ne sais pas si... moi, je pense aussi que ça peut être intéressant comme idée, ce que tu viens de dire, que le doppelganger est porteur du message de la mort. Ça serait comme une dernière apparition pour les proches. C'est assez romanesque, je dirais. Pas romantique, mais romanesque. Si, même romantique, parce que c'est une occasion pour Clémentine de dire au revoir à son époux au moment de son décès, ce que dans la vraie vie, ce qu'elle n'aurait pas pu faire son apparition de ce doppelganger. Donc si, c'est romantique. Oui, plutôt romanesque, je trouve. En tout cas, c'est une petite pensée de dernier instant, peut-être. Il se projette, peut-être. C'est aussi peut-être une projection astrale aussi. Ça peut être ça fait penser aussi à une projection astrale à ce moment-là. Donc c'est assez romantique et romanesque. Effectivement romanesque parce que c'est le dernier soupir et on pense à sa dulcinée, et romantique parce que justement c'est le dernier au revoir. Ça pourrait être adieux de dernière minute. Et un double qui annonce un message, comme on l'a vu dans la définition du doppelganger au début. J'ai une petite anecdote moi sur l'histoire un peu plus récente. Ah, dis-nous tout. Alors, le doppelganger, ça a fait foisonner beaucoup de choses, et plus récemment, là, dans notre décennie, même dans les derniers mois, dernières années, il y a une campagne qui s'est appelée Doppelganger, qui a consisté à utiliser des clones de médias européens pour propager de fausses informations lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'opération était si élaborée que les faux articles contenaient des liens vers des sites authentiques des journaux, pris pour cible par les Russes.
Les articles tentaient de convaincre les lecteurs que les sanctions contre la Russie étaient inefficaces ou encore que l'armée ukrainienne était composée de néo-nazis. Comme quoi, le doppelganger a fait... Tu nous dis, c'est le doppelganger politique. C'est le doppelganger politique. Et d'ailleurs, c'est amusant, puisqu'on a vu un certain nombre d'hommes politiques qui se sont interrogés sur la question du doppelganger, et on voit que le concept là s'est réapproprié dans un but purement politique. Purement politique, mais on reste quand même dans dans la définition du doppelganger que tu as donné, quand même. Où c'est vraiment des doubles, on fait des doubles de quelque chose qui est authentique. Donc c'est comme si on voyait le double de la personne. Donc sauf que là, c'est pas surnaturel, c'est pas paranormal. C'est pas paranormal, mais c'est le même concept. Mais c'est fabriqué. C'est fabriqué. C'est un doppelganger un peu industriel, du coup. Factice. Et dans le cinéma, ce qui est rigolo, c'est que... C'est un peu un doppelganger qui serait un steak veggie. Parce que le steak veggie, c'est pas un vrai steak, mais c'est un steak. Il est fabriqué pour être comme un steak, et c'est pas un steak. C'est pas un steak. Le steak veggie, c'est un doppelganger du vrai steak. Du vrai steak. Oui, oui, mais ça fait des fois du bien de manger du steak veggie. J'en ai jamais goûté. Tu devrais, c'est très bon. Et du coup, dans le cinéma, moi j'aime bien dénombrer, j'ai un peu une marotte, hein, cher Léo, j'aime bien regarder combien de fois les choses ont été faites. Donc là, moi j'ai regardé combien il y avait de films qui s'appelaient Doppelganger ou qui avaient dans le titre du film Doppelganger. Et donc il y en a combien? Moi j'en ai trouvé 12. C'est pas tant que ça. Alors, c'est pas tant que ça. Je suis sûr qu'il y a moins de films avec Doppelganger dans leur titre que des films avec Amityville dans leur titre. Ah oui. Et pourquoi je reparle de ça? Parce que je voulais revenir sur un truc qu'on n'a pas pu évoquer la dernière fois. Je me suis rendu compte après discussion avec Fred, je vais faire des recherches complémentaires et on n'a aucun film qui s'appelle Amityville 1, Amityville 2 ou Amityville 3. Pourquoi? Parce que comme Amityville c'est un lieu réel, ils sont obligés d'ajouter d'autres mots dans le titre pour avoir le droit de s'en servir. Oui. On a même trouvé un Amityville dans l'espace. Exactement. Et Fred va le regarder d'ici la fin de l'année d'ailleurs. Et je reviendrai vers vous pour vous faire un petit résumé. Je pense que ça va être le meilleur moment de l'année. Mais par contre, il y a le doppelganger, il est repris dans pas mal de films un peu. Alors, par exemple, j'en ai pris qu'un parce que j'aime bien cet acteur et que j'aime bien Prince of Persia. Il y a un film américain qui s'appelle Enemy avec Jack Gyllenhaal. J'espère que je prononce bien, excusez-moi encore. Qui a joué effectivement dans le Prince of Persia. Et d'ailleurs, Enemy, c'est de Denis Villeneuve, le réalisateur canadien. Et je l'ai pas vu ce film, mais on m'en parle beaucoup en disant c'est très lynchien, parce qu'il y a cette notion du double, etc. Il faut que je le regarde. C'est un professeur qui découvre un sosie en la personne d'un mec qui s'appelle Anthony et qui est un acteur un peu fantasque, et du coup le professeur commence à observer l'acteur toute la vie, et je vais pas vous spoiler parce que je vous donnerai pas la fin même si je la connais. Mais tu l'as regardé toi ce film? Je l'ai pas regardé, mais j'ai lu le synopsis et il y avait la fin. Mais je vais quand même aller le regarder parce que le synopsis et la fin ont l'air très intéressants. Il faut que je le regarde aussi. J'avais déjà prévu de le regarder, mais dans un futur à plutôt moyen voire long terme. Peut-être que je vais essayer de le regarder plus tôt. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de le voir, ce film. Après, il y a les 12 films dont je vous parle. Il y en a 3 assez anciens. Mais par contre, je suis troublé par ta déclaration. C'est-à-dire? Je suis troublé parce que tu nous as dit, j'ai trouvé 12 films dont le titre comporte le mot doppelganger. Oui. Mais celui dont tu nous parles s'appelle Enemy. Oui. C'est parce que celui-là, il est en lien qu'avec l'idée du doppelganger et du double. Oui, mais et du doppelganger n'apparaît pas dans son titre. Non. C'était donc une déclaration trompeuse. Non, pas du tout. Il y a bien 12 films avec le titre, dont le doppelganger est dans le titre. Et Enemy, c'est en plus, c'est un petit bonus que je vous avais préparé parce que j'ai trouvé le synopsis tellement bon. En plus, l'acteur, j'aime beaucoup l'acteur. Je trouve que c'est un bon acteur. Il fait de bonnes. Puis il a des choix de carrière qui sont intéressants.
Oui, moi je l'ai bien aimé. Alors, Il est varié dans sa filmographie. moi je l'ai bien aimé, vous allez rigoler. Dans Brokeback Mountain. Non, pas du tout. Dans n'importe quoi. Non, si, celui-là alors, aussi est très bien, très bon. J'ai pas vu ce film, mais Non, non, il moi, paraît je que l'ai- sa prestation est fabuleuse. Moi, je l'ai vu, c'est un très bon film. Non, c'est un très bon film. Mais c'était le dernier film de science-fiction avec Ryan Reynolds. Je suis vraiment très mauvais en anglais. Il va falloir que je m'améliore au fil des podcasts. Il va falloir que tu t'entraînes. Je vais m'entraîner, cher ami, et qui s'appelle, ça y est, j'ai mangé le nom, excusez-moi, mais c'était un film sur qui se passe dans l'espace. C'est un peu un huis clos, une équipe qui est coincée dans une station spatiale et qui récupère un virus extraterrestre et qui commence à devenir un être vivant. Et la fin de ce film, dont j'ai plus le titre en tête, mais je sais très bien de quel film tu Et la parles. fin est pas mal parce que La fin est pas mal. la fin est pas mal parce que il y a un petit cliffhanger que je ne vous dirai pas, mais Ça finit pas comme on pourrait s'attendre. non, ça ne se finit pas comme on pourrait s'attendre. Donc et j'aurais aimé qu'il y ait une suite, mais bon, c'est Peut-être pas un grave. jour, faut pas abandonner l'espoir. Donc voilà, c'était mes deux petites anecdotes sur les doppelgangers. Bah, allez, 3 petites anecdotes. Merci de nous avoir fait partager tout ça. Avec plaisir. Et donc nous arrivons à la conclusion de cet épisode sur les doppelgangers. Et ce qu'on peut ajouter, c'est que s'il y a certains scientifiques aujourd'hui qui défendent l'idée que l'apparition de doppelgangers serait la conséquence d'un fonctionnement anormal du cerveau qui créerait des hallucinations, on a quelques exemples qu'on vous a donnés qui peuvent laisser penser qu'il y aurait autre chose en jeu. Pour certaines personnes, le fait que les doppelgangers soient des doubles comme ça, ce serait expliqué par l'existence de réalités et d'univers parallèles. Comme dans le cadre de la théorie des cordes, qui envisage l'existence d'univers parallèles, le doppelganger, ce serait une apparition qui serait due à une brève faille entre deux dimensions, la nôtre et une autre parallèle, et qui nous permettrait de voir notre double de cette autre dimension. Et ça, c'est une théorie que je trouve assez plaisante, en particulier parce que ça fait des années que je m'intéresse à cette question d'univers parallèle. Alors, ces derniers mois, on va dire ces 3 dernières années, Tu as été servi. il y en a trop. Tu as été Il servi. y en a trop et c'est utilisé de manière rarement très intéressante. D'ailleurs, c'est souvent juste « Ah, regardez son double, c'est rigolo, ils se croisent ». Il y a quand même le film « Everything, Everywhere, at Once » qui est une utilisation très intéressante du concept de doppelganger, extra. avec un budget minime mais des acteurs excellents, une réalisation qui est saisissante et surtout Dynamique en plus. et puis une histoire qui parle de l'humain, qui utilise le concept d'univers parallèle pour nous parler L'humain est au cœur. de ce que c'est que la famille, des relations, de mari, comment femme. il peut y avoir des malentendus, comment on peut en arriver à se déchirer, à se séparer, à ne plus se voir en peinture parce qu'on n'a pas réussi à communiquer comme il fallait. Et cette existence d'univers parallèle confronte le personnage principal, Evelyn, à des possibilités différentes en se disant mais si j'avais fait ce choix plutôt que ce choix-là, Je serai là et j'en pas serais là-bas. là. Un peu comme le film Mr. Nobody d'ailleurs avec Jared Leto qui explore aussi les existences parallèles et les choix qui conduisent à une vie peut-être meilleure ou moins bien et tout ça. Moi, je pense, si je peux me permettre, je pense que le doppelganger, alors ça voudrait dire que si c'est des univers parallèles, ça voudrait dire que c'est une dimension ou un univers parallèle un peu démoniaque, puisque ça t'annonce ta mort. Donc je trouverais pas ça super sympa d'aller dans cette dimension personnellement. C'est comme si toi t'étais là, tu dis bon, alors regardons, on a une machine qui nous ouvre sur un monde parallèle. Alors regarde le mec là, j'ai des informations qui me permettent de dire que dans une semaine, il va se fracasser en vélo, il va pas s'en sortir. Je vais aller le voir et je vais lui donner un conseil, mais ce sera un mauvais conseil. Mon C'est jumeau, ça. tu sais quoi? Jeudi prochain, tu devrais pas aller au boulot en bus. Tu devrais Prends prendre ton vélo. Et je suis sûr que tu vas passer un bon moment. Tu vas te régaler, tu vas te régaler. Il faudrait être pervers pour faire ça. Et oui, mais parce que
dans ce qu'on a dit depuis le début de ce podcast, de cet épisode, c'est que le doppelganger, quand tu le croises, ou en tout cas, même si tu es à des milliers de kilomètres et quand il passe voir ta femme ou des gens que tu connais, il annonce toujours la mort, ta mort imminente, ou dans quelques mois, ou dans quelques jours, quelques semaines, peu importe le temps. Donc ça voudrait dire que s'il vient d'une autre dimension, c'est pas super sympa comme double qui vient t'annoncer ta mort. À moins que ça soit bienveillant et qu'il te dit attention, tu vas mourir comme ça serait pour éviter, mais comme on comprend pas trop le message, ça on se fait quand même avoir. On se fait quand même avoir. Peut-être qu'il n'y a pas les choses sont écrites et on ne peut pas tromper la mort. Il y a une destinée qu'on ne peut éviter. Moi, je penche aussi des fois, je me dis que le doppelganger, ça peut être une projection astrale. En fait, une projection de l'esprit ou une projection du corps et de l'esprit et qui reflèterait un peu nos angoisses et qui influencerait un peu notre quotidien. Parce que ça ressemble quand même à de la projection. Alors moi, je suis pas des deux, je pense que je suis un peu le plus cartésien, je dirais. Parce que c'est possible. Je pense que t'es plus. Je suis assez ouvert à la possibilité qu'il y ait des phénomènes inexpliqués, voire inexplicables. Plus que moi en tout cas. Mais je crois beaucoup à la projection astrale parce que je sais qu'on n'a pas encore exploré tout le cerveau, on n'utilise pas 100% de son cerveau et je me dis que peut-être il y a des personnes qui utiliseraient un peu plus les capacités de notre cerveau et qui arriverait à faire des choses comme de la télékinésie, des projections astrales. Et je pencherais pour le doppelganger en projection astrale pour ma part. Alors ça, par contre, l'histoire on utilise 10% de notre cerveau, les scientifiques disent que c'est n'importe quoi, que c'est une légende et que ça a été déformé dans les films et dans la moi fiction. Je dis pas 10%, je suis pas sur ça, mais en tout cas on n'utilise pas 100% de notre cerveau. Ça, on doit utiliser 70% ou 80 et certains arrivent peut-être à en utiliser 90 voire 100% et ça pourrait développer tu vois de la télékinésie, c'est-à-dire le fait de bouger les choses par la pensée, peut-être même le corps, ou peut-être qu'il y en a qui ont aussi si on allait un peu plus loin dans mon petit délire, il y en a qui ont peut-être le pouvoir tout simplement de se dédoubler, pourquoi pas, parce que moi, personnellement, je n'ai jamais vu un double Fredo, quoi. Mais ça, c'est des questions qu'on va pouvoir explorer plus en détail dans un prochain épisode, qui sera certainement l'épisode 5, dont je ne vais pas vous donner le thème immédiatement pour conserver un petit effet de surprise, mais qui nous fournira des exemples qui mettent en relief l'existence d'une conscience supérieure que l'être humain peut atteindre en certaines circonstances très précises. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que sur cette question du doppelganger, il y a un certain nombre de théories qui existent. Il y a celle que tu viens de développer d'une forme de projection astrale, il y a celle d'un double d'un univers parallèle qui brièvement serait en contact avec notre univers par une sorte de faille. Il y a le fait que ce serait un démon qui s'approprierait l'image de la personne d'origine pour se jouer de lui et le mystifier. Et il y a peut-être les théories que nos auditeurs pourraient avoir et qu'on espère qu'ils vont nous confier pour qu'on en parle un petit peu plus tard. Et d'ailleurs, je voulais en profiter pour revenir sur cette question. Ça fait plusieurs fois qu'on vous dit, si vous avez des commentaires à nous faire, des choses à nous suggérer, n'hésitez pas à nous les faire. Et ce qu'on s'était dit avec Fred, c'est que si on a suffisamment de matière, ça pourrait faire l'objet d'un épisode spécial. Ce serait l'épisode, les participants, enfin, les invités du buffet froid. Et là, on retranscrirait tout ce que vous avez pu nous dire. Ça serait assez sympa, effectivement, que vous nous envoyiez des témoignages, peut-être même nous donner vos mails pour qu'on puisse discuter, peut-être on pourrait faire un chat afin de préparer et de voir si on a assez de matière et un peu, et puis en plus ça nous permettrait de nous connaître, ce qui peut être sympa aussi. Tout à fait. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, on vous mettra tous les liens dans la description du podcast et de cet épisode. Et attendez-vous aussi dans certains épisodes futurs à entendre plus que nos deux voix. Alors ce sera pas nos doppelgangers, mais il y aura peut-être des épisodes avec des invités spéciaux. Et rassurez-vous, nous les trions sur le volet. Ah, on prend pas n'importe qui. Il faut qu'il y ait de la qualité. Qualité. C'est le mot d'ordre. Le mot d'ordre de nos invités. En attendant, on vous remercie d'être venu vous attabler à notre buffet froid. Et on vous dit à la prochaine.
Bonne soirée. Bonne soirée.